Bonjour et bienvenue à ce webinaire dédié à Chapache. Chapache est une solution Maïf qui vise à rendre l'intelligence artificielle plus transparente, sujet ô combien d'actualité. Plus concrètement, Chapache est une librairie Python dont l'objectif est de rendre les modèles de machine learning plus transparents, plus explicables, plus compréhensibles. Plus compréhensibles par un public de data scientists d'une part, mais plus compréhensible aussi et surtout pour le grand public. Très clairement, Chapache est un outil qui vise à faciliter le dialogue entre un public de techniciens de la data et le grand public. Ce projet a été développé par les équipes data de la Maïf. Il s'agit d'un travail collectif. Aussi, l'ensemble des contributeurs vont se relayer aujourd'hui pour vous faire une présentation la plus exhaustive possible de toutes les fonctionnalités de Chapache. Voilà, il s'agit d'un projet initialement développé pour les enjeux internes de la Maïf. Néanmoins, fidèle aux valeurs de notre mutuelle, il nous a paru évident de l'open sourcer et de contribuer ainsi au bien commun. Chapache est libéré, puisse-t-il être utile au plus grand nombre? Depuis le lancement de cet open sourcing, il y a maintenant quelques semaines, les échos sont extrêmement positifs sur les réseaux sociaux. Tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas à nous faire part de vos feedbacks. Si le projet vous a plu, n'hésitez pas non plus à venir sur notre repo GitHub pour y mettre une étoile. Ce webinaire se déroulera en 3 parties. La première sera consacrée à la genèse du projet et à la description des fonctionnalités clés. La deuxième partie sera une mise en situation à travers 2 cas d'usage qui seront un prétexte pour vous montrer toutes les fonctionnalités de notre librairie. Et enfin, nous conclurons avec la roadmap du projet, quelles sont les nouvelles fonctionnalités que nous allons développer dans les mois qui arrivent, et le mode opératoire de comment contribuer à ce beau projet. La Maïf contribue depuis plusieurs années à l'open source. Chapache est le dernier né d'une famille d'ores et déjà nombreuse. Citons Izanami, Otoroshi, qui sont les représentants de notre plateforme de microservices. Citons également Melusine, qui, dans le domaine de l'IA, propose tout un ensemble d'outils et un pipeline complet pour le traitement automatique des emails. Vous retrouverez l'exhaustivité de nos réalisations sur le site maif.github.io. Et à noter d'ores et déjà dans vos agendas le webinaire du 24 mars qui présentera d'autres représentants de notre plateforme de microservices dédiée au sourcing d'événements Kafka. Pourquoi Chapache? Au sein des équipes data de la Maïf, dans le cadre de nos projets de data science, nous nous intéressons à l'interprétabilité et à l'explicabilité des modèles de data science. Aussi, nous utilisons des librairies open source telles que Chap ou Lime, et nous nous intéressons aux nombreuses parutions sur cette thématique. Nous reviendrons d'ailleurs sur Chap et les contributions de Chapelet pour vous les décrire succinctement. Ces librairies open source nous sont très utiles. Elles sont très utiles aux data scientists pour comprendre leur modèle, voire pour le débugger. Mais notre utilisation de l'explicabilité des modèles ne s'arrête pas là. Et cette explicabilité nous est utile à bien des égards. En mode exploration d'une part, pour partager, discuter de nos modèles avec les utilisateurs métiers. Bien plus que les data scientists, ce sont eux que nous avons à convaincre avant de passer un modèle en production. À ce titre, les librairies open source précédemment citées sont souvent complexes. Les visualisations sont souvent complexes à présenter à ces utilisateurs et le wording est souvent peu adapté. Autre intérêt de l'explicabilité des modèles, il nous a paru très intéressant de pouvoir environner chacune de nos prévisions une fois le modèle passé en production, afin de décrire très succinctement et de façon très synthétique à l'utilisateur final ce qui justifie une prédiction. D'une part, pour le faire adhérer, pour qu'il comprenne et in fine qu'il adhère à cette prévision, à cette recommandation, et d'autre part,
pour être en capacité de débrayer, de déjuger l'algorithme lorsqu'il s'appuie sur une donnée qui n'est pas à jour, par exemple. C'est pour répondre à ces deux enjeux que nous avons développé Shapash. Plus concrètement, que fait Shapash ? Il s'agit d'une surcouche aux librairies d'explicabilité des modèles telles que Shap ou Lime. Shapash va proposer des visualisations extrêmement simples, destinées à un large public. Elle va également proposer une web app qui permet de naviguer très simplement et très intuitivement entre toutes ces visualisations. La librairie va également proposer des fonctionnalités de wording pour rendre ces résultats et ces visualisations encore plus compréhensibles. À des fins opérationnelles, Shapash va également proposer un résumé de l'explicabilité locale qui permet de le rendre opérationnel et compréhensible en un clin d'œil, alors que nos modèles sont parfois constitués de dizaines, voire de centaines de features. Shapash propose des fonctionnalités pour sauvegarder, pour exporter, pour passer facilement en production cette explicabilité. Et enfin, je dirais que Shapash est ouvert. Il est compatible avec plein de pratiques de data scientist, plein de modélisations différentes, plein de librairies d'encodage de variables. Et notre souhait à travers Shapash n'est absolument pas de créer un carcan pour le data scientist, mais au contraire d'avoir une librairie ouverte qui se conforme à plein de pratiques de la data science. Quelles sont les étapes clés de l'utilisation de Shapash ? Tout d'abord, une phase préparatoire d'échange avec les utilisateurs finaux pour identifier les variables d'intérêt et rendre les libellés de ces variables compréhensibles par tous. Une fois ce travail réalisé, le process standard de Shapash peut être déroulé. La réalisation d'une data prep spécifique pour intégrer notamment les dictionnaires de labels définis lors de la phase préparatoire, une étape de feature engineering permettant l'utilisation des encodeurs standards du package catégorie encodeur ou encore des column transformers de scikit-learn ou alors des encodeurs personnalisés définis à partir de dictionnaires. Vient ensuite l'entraînement du modèle. La compatibilité est assurée avec les modèles standards de classification ou de régression tels que CatBoost, XGBoost, LightGBM ou les modèles linéaires. Puis l'exploration, la validation et surtout la compréhension du modèle par des business analysts. L'explicabilité est analysée indifféremment à l'aide de Shap ou Lime. Enfin, une fois le modèle interprété, validé et déployé, Shapash met à disposition des opérationnels des éléments synthétiques d'explicabilité adaptés à leur usage. Les valeurs de Shapley. L'explicabilité locale consiste à expliquer la prévision d'un modèle pour un individu donné, et les valeurs de Shapley sont là pour nous fournir cette explication. Imaginons un modèle donnant la probabilité de décès des patients à partir des données de celui-ci. Dans notre cas, on voudrait comprendre le résultat obtenu pour une patiente âgée de 65 ans avec un IMC de 40 et une pression sanguine à 180. L'algorithme a prédit une probabilité de décès de 40%. Expliquer la prédiction consiste alors à attribuer à chaque variable d'entrée de l'individu considéré des coefficients. Chacun de ces coefficients indique comment cette valorisation a contribué à décaler la prévision à 0,4 de la moyenne globale de 0,1 des prédictions. Ce sont les valeurs de Shapley. Sur cet exemple, les valeurs de Shapley nous indiquent que l'individu est à risque en premier lieu à cause de son âge. A contrario, le sexe du patient fait baisser ce risque de décès. Les valeurs de Shapley permettent de retrouver l'intelligibilité de modèles plus simples, comme les régressions linéaires. C'est Lord Shapley qui a introduit le concept en 1953. Lord Shapley est un mathématicien et économiste américain. Il a contribué au domaine de l'économie mathématique et surtout de la théorie des jeux. Lord Shapley est considéré par de nombreux experts comme le plus grand théoricien des jeux. Il est notamment co-lauréat du prix d'Ig Nobel d'économie en 2012. En théorie des jeux, plus précisément dans un jeu coopératif, les joueurs collaborent pour obtenir un certain gain. Le problème est alors la répartition de ce gain entre les différents acteurs. Shapley a proposé une répartition équitable des gains de la coalition de N joueurs. Le calcul de la contribution du joueur I se fait selon cette formule.
Pour connaître la contribution du joueur, on va calculer le gain de tous les sous-ensembles possibles de joueurs. Regardez la différence de gain lorsque le joueur I est présent et sans celui-ci, pour ensuite les moyenniser. Il nous reste encore une marche à franchir pour comprendre comment nous pouvons appliquer ce principe des valeurs de Shapley à notre problème d'explicabilité locale d'un modèle de prédiction. Dans notre cas, nous allons transformer les joueurs en variables explicatives et le gain à répartir devient la différence entre prévision et moyenne des prévisions. Et pour enlever une variable, nous prendrons une valeur aléatoire dans le jeu de données pour la remplacer. La bibliothèque Python-Chap a été créée en 2017 par Scott Lundberg, à la suite de leur publication proposant des algorithmes d'estimation des valeurs de Shapley. Le calcul des valeurs de Shapley restant très consommateur, différentes approches sont implémentées dans la bibliothèque pour estimer ces valeurs. Depuis le lancement, cette bibliothèque connaît un succès grandissant, notamment grâce à de meilleures justifications théoriques et des visualisations qualitatives. Si vous voulez en savoir plus, vous trouverez les liens vers les références sur le sujet. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur la théorie avec cette présentation des valeurs Shapley, on va rentrer un peu plus dans le package. Donc, pour entrer dans le package, je vais vous présenter l'objet Smart Explainer, qui est l'objet clé de la librairie, parce qu'il permet de presque tout faire. Donc, sur cet objet, on essaie de faire un objet qui va être assez simple, et en quelques étapes, on va pouvoir arriver à avoir des résultats. Donc, comment notre Smart Explainer fonctionne? Donc, première chose à faire, c'est de déclarer notre objet Smart Explainer. Donc, dedans, on peut lui fournir un paramètre featureDict si jamais on va avoir des liblés plus précis au niveau des colonnes. Deuxième étape, ça va être du coup de compiler tout ce qui va être le modèle avec les données, l'encoding, etc. Donc, vraiment une étape calculatoire. Donc, une étape compile. Dans cette étape, elle fonctionne, il y a à minima avec le jeu de données brut et le modèle. Et il y a un ensemble de paramètres qui va être optionnel si jamais on veut des résultats plus lisibles à la fin. Donc, notamment la partie encodeur, la partie prédiction et la partie post-processing. Donc, on va présenter un peu tous les différents attributs plus tard dans la présentation. Donc, une fois qu'on a compilé notre modèle avec les données et les contributions, donc on a une troisième étape du coup qui va être d'utiliser notre objet. Donc, comment utiliser notre objet? Donc, une première chose à faire et qui est bien, c'est de sauvegarder notre objet, ce qui évite du coup d'avoir à refaire à chaque fois l'étape calculatoire. Deuxième chose qu'on peut faire avec notre objet, c'est qu'on peut filtrer des contributions si elles ne sont pas pertinentes d'un point de vue fonctionnel. Donc avec notre objet, on peut aussi passer par un ensemble de graphiques et par une application web, notamment pour analyser notre modèle. Et autre chose avec notre objet, c'est qu'on peut assez facilement le passer en production pour avoir un objet qui sera plus léger et qui ne va pas contenir toutes les informations. Maintenant qu'on a parlé de cet objet clé de notre librairie, on va s'attaquer un peu à la partie tutoriel. Donc, dans Shapash, on a des tutoriels qui vont être plus macro et qui vont un peu dérouler l'histoire du début à la fin avec la partie où on commence au début avec l'encoding, la modélisation, pour arriver à la fin avec la partie passage en production. Donc, notamment dans la suite de la présentation, on va dérouler ensemble un cas d'usage comme ça, un peu macro, sur le jeu de données House Prices, qui est un problème de régression, où le but est à terme de prédire le prix de vente d'un bien aux États-Unis. Et dans Shapash, donc, on a aussi des tutoriels qui vont être un peu sur chacune des briques de Shapash. Donc, on va avoir une brique de tutoriel sur la partie encodeur. Donc, sur la partie encodeur, aujourd'hui, on a 3 façons d'utiliser les encodeurs. Donc, dans Shapash, on peut utiliser la plupart des encodeurs de catégorie encodeur. Pour ceux qui vont être plus familiers avec scikit-learn, ils peuvent utiliser les column transformers. Et pour ceux qui ont plus l'habitude de faire des encodeurs à la mano, en faisant directement leur mapping, ils peuvent utiliser des dictionnaires. À savoir qu'on peut mixer des encodeurs catégorie encodeur et des encodeurs de type dictionnaire. Deuxième brique qu'on va retrouver dans le tutoriel, on va avoir une partie sur l'explainer. Donc cette partie-là, ça va concerner tout ce qui va être lié aux contributions.
Donc tout à l'heure que je disais que l'input pour notre partie compile, c'était notre jeu de données brut. Dans ce cas-là, Chapache va calculer lui-même toutes les contributions via un back-end Chap. Et un deuxième input possible, ça peut être de donner directement les contributions. Et dans ce cas-là, Chapache va prendre ses contributions pour arriver au plot à la fin. L'avantage qu'on peut avoir à donner directement les contributions, donc il peut y en avoir deux. Le premier, il est calculatoire, dans le sens où si à chaque fois qu'on relance notre Smart Explainer, on a relancé à chaque fois les contributions, ça peut être assez lourd. Et deuxième intérêt à avoir précalculé les contributions, ou avoir cette passerelle de contribution, c'est dans le cas où si on a envie de passer par un autre algorithme que Chap, notamment Lime ou un autre algorithme de calcul de contribution, et ben on a possibilité de passer par cette voie-là. On a aussi des tutoriels sur toute la partie plot, donc parce qu'on a pas mal de paramètres là-dessus, et Gauthier va en parler plus tard. On a aussi des tutoriels sur ce qui va être post-process, donc principalement renommage de colonnes et de modalités, dans le cas où il y a des usages dits spécifiques pour le score, sans avoir à retoucher à tout le Smart Explainer. Tutoriel sur le prédicteur, donc tout à l'heure je disais qu'on avait un objet d'analyse qui est Smart Explainer, et on a aussi un objet de plus orienté production avec un Smart Predictor qui sera plus léger. Du coup, pour tout ce qui va être ces différentes briques, on va être sur un jeu de données Titanic. Donc le problème, il est de prédire si un individu va survivre ou non. Donc problème de classification binaire. Et les tutoriels orientés cas d'usage qu'on va présenter par la suite, ça va être plus un problème de régression, où pour rappel, il faut prédire le prix de vente d'un bien aux États-Unis. Donc avant de parcourir ensemble ce tutoriel orienté cas d'usage, on va parler un peu des graphiques. Il existe à ce jour 4 types de graphiques différents dans Chapache qui vont vous permettre de passer progressivement d'une explicabilité globale du modèle à une explicabilité locale. Ces différents graphiques sont mis en œuvre dans une série de notebooks que vous pouvez consulter au sein du repository GitHub de Chapache et que je vais vous présenter rapidement. L'ensemble de ces notebooks fonctionne de la même façon et pour pouvoir faire une démonstration des différents graphiques, nous allons partir d'un objet Smart Explainer préalablement compilé et de son attribut plot qui va permettre d'accéder à l'ensemble des méthodes de visualisation. La première étant celle des Features Importance, qui nous permet de façon très lisible, grâce à des libellés clairs, de visualiser l'importance des différentes features sur notre modèle d'un point de vue global, sur l'ensemble des prédictions. Une option intéressante ici va être de comparer l'importance des différentes features d'un point de vue global à un échantillon d'individus de la population, par exemple, et ceci peut se faire en passant une liste d'index à la méthode Features Importance, ce qui permettra d'afficher pour l'échantillon sélectionné l'importance des différentes features et de la comparer de façon simple à celle de la population globale. Dans un second temps, nous pouvons nous intéresser à une feature particulière grâce à la feature contribution. Dans ce cas-là, nous allons nous focaliser sur une feature, dans notre exemple l'âge, et visualiser sa contribution sur les différentes prédictions de la population. Ça permet d'avoir, grâce à une lecture rapide, d'identifier que, dans notre cas, plus l'âge est faible, plus sa contribution sur la probabilité de survie d'un individu va être importante. D'autres options de rendu sont disponibles pour cette visualisation. Vous pouvez changer la modalité cible, vous pouvez faire apparaître également des graphiques en type violon selon le nombre de valeurs de votre feature, c'est plus ou moins pertinent. Vous pouvez également ajouter des prédictions
et visualiser du coup la distribution des différentes modalités. Le troisième type de graphique, cette fois-ci, va s'intéresser à l'explicabilité locale, puisqu'il va se focaliser sur un individu spécifique de la population et permettre de visualiser la contribution sur cet individu des différentes features. En termes de rendu, plusieurs options sont disponibles. On peut jouer sur le nombre de features affichées, sur les regroupements par défaut des valeurs positives ou négatives, afficher les valeurs uniquement négatives ou positives. Et vous pouvez également cumuler l'utilisation de cette visualisation avec la méthode filter de l'objet Smart Explainer qui permet de passer quelques paramètres supplémentaires comme notamment le seuil de contribution qui va définir si une feature apparaît ou pas dans cette visualisation. Enfin, le dernier type de graphique porte toujours sur l'explicabilité locale, mais cette fois-ci nous donne la possibilité de comparer 2 à n individus de la population en passant une liste d'index à la fonction comparePlot et de mettre en évidence, grâce à un classement par défaut des features, les features les plus discriminantes ou les plus différentes dans leur importance entre les différentes prédictions que nous analysons. Donc maintenant qu'on en sait un peu plus sur tous les éléments qui sont présents dans Chapache, entre les encodeurs, les explainers, les plots et différentes couches, on va pouvoir dérouler notre cas d'usage. Donc du coup, le cas d'usage qu'on va dérouler ensemble, c'est sur le jeu de données HousePrices. Donc comme je disais tout à l'heure, on va être sur un problème de régression avec le calcul du prix de vente d'un bien aux États-Unis. Et du coup, un petit mot d'abord sur les différents types de modélisation qu'on peut faire avec Chapache, les différentes problématiques que Chapache peut traiter. Donc on va pouvoir traiter des problèmes de régression, donc, comme celui-là qu'on va présenter. On va pouvoir traiter des problèmes de classification binaire, comme ceux qui ont été présentés avec les plots et dans les tutos précédents, où on prédit la survie d'un passager. Et on peut aussi utiliser des Chapache dans un problème de classification multiclasse, où on aura plusieurs classes à prédire. Donc première chose à faire et à dire, c'est que dans Chapache, on a du coup les deux jeux de données, donc soit Titanic ou HousePrices, qui sont disponibles dans la partie data loader. Donc première chose à faire dans notre cas, ça va être de séparer notre variable expliquée et nos variables explicatives. Donc notre variable expliquée qui est sell prices, qui est le prix de vente des biens. Donc sur le jeu de données en lui-même, donc on a 73 colonnes. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? Donc on a pas mal d'informations sur donc déjà la variable expliquée, donc le prix. On a pas mal d'informations sur l'appartement, donc avec la qualité des matériaux, la surface au sol. On a des informations sur l'année où il a été vendu, sur son année de construction aussi. Et on a pas mal d'informations qui vont être sous forme de texte aussi sur ce qu'il y a sur la rue ou dans le voisinage. Donc première chose, quand on voit ça, on se dit que ces informations, notamment là, qui sont écrites en texte, ne vont pas être forcément faciles à traiter par notre modèle. Donc première chose à faire, ça va être d'encoder nos données. Donc on ne s'attarde pas trop sur la partie data préparation, parce que ce n'est pas non plus la cible de Chapache. Nous, on sera un peu sur la partie modélisation, explicabilité du modèle, et pouvoir interpréter les résultats de façon lisible. Du coup, sur la partie data préparation, on a fait quelque chose d'un peu brut, en prenant toutes nos variables de type objet, qu'on fait passer dans un ordinal encodeur. L'ordinal encodeur, du coup, qui va faire un mapping entre chacune des modalités et un nombre, afin d'avoir à la fin un jeu de données qui soit compréhensible par notre modèle. Donc on fit notre encodeur et on transforme notre jeu de données. Donc une fois qu'on a notre jeu de données avec des types qui vont bien et que notre modèle va bien aimer, on va séparer notre jeu de données en deux. Donc un jeu de données d'apprentissage et un jeu de données test pour vérifier généralement que le modèle est assez robuste. Donc une fois qu'on a notre jeu de données d'entraînement et de test,
on passe à la partie vraiment modélisation, où là, dans un cadre de régression, du coup, on va utiliser un régresseur, donc un LGBM régresseur dans ce cas-là. Un petit mot sur les différentes modélisations du coup traitées par Chapache. Donc on va traiter la plupart des modèles d'arbres, donc que ce soit les random forest, les GBoost, les LGBM, les CatBoost. On va traiter aussi des méthodes à noyau avec les SVM et les modèles qui seront un peu plus classiques avec la régression linéaire ou la régression logistique. Donc une fois qu'on a fait notre modèle et qu'on a entraîné notre modèle, on peut faire notre prédiction sur notre jeu de données. Donc une fois qu'on a du coup fait notre encodeur et notre modèle, c'est là qu'intervient Chapache avec notre objet Smart Explainer. Donc notre objet Smart Explainer, première chose à faire du coup, c'est l'initialiser. Donc ici, on va l'initialiser notamment avec un paramètre FeatureDict. Le FeatureDict va permettre au lieu d'avoir les noms de colonnes qu'on avait tout à l'heure qui étaient vraiment bruts, on va pouvoir avoir dans notre restitution des liblés bien compréhensibles. Donc une fois initialisé, après il y avait l'étape 2 qui était la partie compile et calculatoire, ou du coup qui va être orienté vraiment calcul de contribution. À minima, comme je disais, les paramètres, ça va être notre jeu de données et notre modèle. Donc là, on peut voir aussi que comme on n'est pas passé par des contributions, Chapache utilise un back-end avec Chap et les Tree Explainer. Et nous, comme on veut vraiment à la fin un rendu compréhensible et lisible, on lui précise un pré-processing avec notre encodeur, parce qu'on l'a à disposition, et un YPred pour à la fin pouvoir différencier, notamment dans la web app, les classes prédites par le modèle. Donc ensuite, après cette étape compile, donc c'est là où on est prêt à explorer notre modèle avec les différents graphiques. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur l'analyse des graphiques parce que du coup, il y a deux façons de les observer. Donc soit avoir une façon un peu plus figée via Jupyter, ou soit une version un peu plus dynamique, du coup pour l'exploratoire qui peut être plus aisée, parce qu'on peut jouer avec les features et les individus, qui est la web app. Du coup, il faut savoir que les graphiques sont récupérables aussi bien dans Jupyter que l'application web. Donc on aura toujours, comme bien sûr, la feature importance. Un petit mot sur la partie subset. Une chose qui est bien qu'on peut faire, c'est les subsets. Donc, si jamais on veut comparer les contributions pour les appartements récents versus les appartements versus notre population, les contributions de façon globale, il y a moyen de le faire. Donc, on va retrouver aussi, bien sûr, toutes les contributions par variable et les contributions à l'échelle plus locale où on peut sélectionner pour chacun des individus. Et là, on peut voir notamment l'intérêt de la partie pré-processing avec l'encoding, c'est qu'on retrouve directement nos différentes valeurs, plutôt que la correspondance. Et du coup, comme j'ai présenté le Smart Explainer, donc une fois qu'on a fait notre partie compile, il y a dans les premières choses à faire, sauvegarder notre Smart Explainer pour pouvoir le récupérer après et lancer la web app à partir directement de cet objet-là, ou les graphiques, ou toute autre chose. Et un petit mot aussi, c'est qu'avec la fonction toPandas, on peut récupérer grosso modo le résumé de notre information, donc avec nos prédictions et les différentes features qui sont présentes. Et du coup, maintenant qu'on a vu ça, on va passer dans l'analyse un peu plus poussée du cas d'usage en passant par l'application. Chapache propose une web app qui regroupe les différentes visualisations que nous avons pu voir jusqu'à présent. Elle permet également de rajouter une couche d'interactivité puisque nous allons pouvoir naviguer au travers du dataset que nous allons explorer et comparer potentiellement différents individus.
Pour lancer la web app, vous disposez de la méthode runApp dans l'objet Smart Explainer qui aurait été préalablement compilé. Au lancement de la web app, elle se divise en 4 grandes parties. Vous retrouverez dans la partie supérieure droite une data table présentant le contenu du dataset. Dans la partie supérieure gauche, le graphique des features importance que nous avons pu voir également précédemment. Et cette fois-ci, lorsque vous allez sélectionner une feature à l'intérieur de ce graphique, celle-ci va automatiquement alimenter le graphique de la feature contribution qui se trouve en dessous, dans la partie inférieure gauche, et donc présenter l'impact de cette feature sur l'ensemble des prédictions de notre dataset. Puis au sein de ce graphique, vous allez pouvoir sélectionner un individu spécifiquement, qui va cette fois-ci alimenter le graphique adjacent qui est celui de la local explanation et vous montrer l'impact des différentes features sur cet individu de la population. Ensuite, vous pouvez jouer sur le rendu de ce graphique grâce aux différents filtres que vous trouverez sur la droite. Vous pouvez établir un seuil de contribution qui fera que la feature est affichée ou pas au sein du graphique. Vous pouvez jouer sur le nombre de features à afficher, qu'elles soient positives ou négatives, ou sélectionner de façon explicite des features que vous souhaitez masquer dans votre graphique. La sélection de l'individu pour la local explanation peut donc être faite soit en sélectionnant un point dans le graphique de la feature contribution, soit en sélectionnant une ligne au sein de la data table du dessus. Une autre fonctionnalité intéressante et cumulable avec le graphique des features importance, c'est la possibilité de mettre en place des filtres au sein de la data table qui se reflèteront dans le graphique de la feature importance adjacent, où vous pouvez maintenant voir en gris l'importance de la feature sur l'échantillon que nous avons établi dans la grille de données, et en jaune l'importance globale de la feature. Vous disposez également d'une fenêtre modale en haut à droite de la web app permettant de définir le nombre de lignes que vous souhaitez utiliser dans la web app parmi le dataset d'origine, le nombre par défaut de features à afficher dans chacun des graphiques, le nombre de points également, et le nombre maximum de valeurs sur une feature, ce qui va définir l'affichage ou non des violons dans le graphique de la feature contribution. Avec Chapache, il vous sera également possible de personnaliser vous-même vos sorties et vos restitutions, et notamment l'explicabilité, à l'aide des différentes fonctionnalités de wording qui sont proposées par Chapache. Elles vont vous permettre de retravailler vos résultats pour pouvoir les adapter à vos besoins opérationnels. Elles vont rendre vos résultats plus compréhensibles et surtout plus interprétables pour tous. Elles seront notamment disponibles soit dans les sorties du Smart Explainer, et notamment via la fonction ToPandas, également visibles dans les différentes visualisations que vous allez choisir de restituer à l'utilisateur, également visibles dans les différents graphiques qui sont proposés dans la web app de Chapache, et vous pourrez également utiliser ces fonctionnalités en production avec l'objet Smart Predictor. Pour le moment, revenons à nos 4 fonctionnalités de wording. Donc la première, c'est plutôt des paramètres, label dict et features dict, qui vont vous permettre de renommer vos variables techniques en des noms de variables beaucoup plus parlants pour les utilisateurs. On a ensuite la fonction de pre-processing, donc là c'est également un paramètre, qui va vous permettre de préciser l'encodeur que vous avez utilisé au moment de la modélisation sur vos données. Donc là, on est plutôt sur des encodeurs de type catégorie encodeur ou column transformer. Ensuite, on a la fonctionnalité de post-processing qui, cette fois-ci, va vous permettre d'appliquer un certain nombre de traitements, cette fois-ci sur les valeurs de vos variables et non plus sur les noms des variables eux-mêmes, qui vont vous permettre de restituer en fait un résumé un petit peu plus parlant également. Et enfin, on a la fonctionnalité, donc soit ToPandas si on est plutôt sur le Smart Explainer et du coup en mode exploratoire, ou Modify Mask si on est plutôt en mode production avec le Smart Predictor, qui vont vous permettre d'appliquer un certain nombre de filtres directement sur le résumé
donc sur l'explicabilité locale par individu, pour pouvoir en fait afficher à l'utilisateur un résumé qui correspond vraiment à ce que vous voulez. Pour que ce soit plus simple pour vous, ce que je vous propose, c'est directement de passer à un tutoriel pour vous montrer un petit peu comment on utilise tout ça avec Chapache. Donc dans ce tutoriel, on va vous présenter l'utilisation des fonctionnalités de wording de Chapache à l'aide d'un jeu de données qui est très connu, qui est le jeu de données du Titanic, qui consiste en fait à prédire si un naufragé a survécu ou pas au naufrage. Donc pour ça, ici, vous pouvez voir, on va importer le jeu de données qui est déjà disponible dans la librairie de Chapache. Donc vous pouvez voir notamment ici, avec un premier print des premières lignes de ce jeu de données. Ensuite, on va appliquer un encodeur, donc c'est ce que je vous disais de type catégorie encodeur, qui va nous permettre avec un ordinal encodeur d'encoder toutes nos variables qui sont plutôt de type catégoriel avant l'étape de modélisation. Ensuite, on passe à la modélisation, on va donc faire une étape de train test sur nos données et donc entraîner un modèle de type random forest. Ensuite, on va directement passer à l'étape du Smart Explainer et donc de son initialisation, où on va pouvoir utiliser les premières fonctionnalités de wording que je vous ai citées tout à l'heure, donc avec le label dict et le features dict. Donc le label dict va nous permettre de renommer les labels que l'on cherche à prédire 0 et 1 en not survived et survived. Et également, features dict va nous permettre de renommer toutes les variables qui ont été utilisées dans la modélisation avec des noms de variables un petit peu plus parlants au moment de la restitution de l'explicabilité. Ensuite, on va passer à l'étape compile, qui nous permet de calculer un certain nombre d'informations sur un jeu de données qu'on va donner au Smart Explainer. Donc ici, on choisit de donner au Smart Explainer le jeu de données test, qui est du coup encodé. On va lui préciser le modèle sur lequel travailler ce jeu de données et restituer une explicabilité. Et ici, deuxième fonctionnalité que j'ai citée, le pre-processing, où ici, on précise l'encodeur, ce qui va en fait nous permettre de passer en fait dans les calculs du compile, de passer du dataset encodé au dataset initial qui pourra permettre de restituer du coup les valeurs initiales dans la restitution de l'explicabilité plus tard. Donc ensuite, vous pouvez voir un premier print du jeu de données qui est du coup enregistré et calculé dans l'étape de compile. Ensuite, on peut du coup appliquer une nouvelle fonctionnalité de wording, donc le post-processing, avec un certain nombre de traitements possibles sur les valeurs de nos variables. Donc déjà rajouter un préfixe avec ce format-là, pouvoir également rajouter un suffixe avec ce format-là, pouvoir du coup modifier également carrément les valeurs de nos variables, donc remplacer une modalité par une autre, appliquer des expressions régulières et changer la case, donc par exemple en passant de majuscule à minuscule et inversement. Donc ici, on va initialiser un post-processing sur un certain nombre de nos variables utilisées pour la modélisation. Donc par exemple pour l'âge, on va appliquer un suffixe et rajouter years old à toutes nos valeurs. Ou notamment également pour pclass, on va appliquer une expression régulière qui va nous permettre de transformer donc par exemple le first class, qui est une modalité de cette variable, en juste first, et du coup qui nous permet de supprimer tous les classes qui sont disponibles dans ces modalités. Donc pour pouvoir l'utiliser, il va falloir réinitialiser le Smart Explainer et l'étape de compile, toujours en gardant notre label dict et notre features dict. Donc on garde également le pre-processing dans le compile, et cette fois-ci, on va préciser notre post-processing. Et on peut voir du coup dans les calculs que notre jeu de données a déjà été retravaillé avec ce post-processing. On peut voir notamment que pour l'âge, on a bien years old, et que pour pclass, on n'a plus le class associé à chaque classe. Donc ensuite, on va passer directement à l'étape de toPandas, qui nous permet de calculer l'explicabilité locale donc par individu. Donc pour une prédiction, donc pour un label prédit, on va avoir toutes les features qui ont contribué classées dans l'ordre décroissant à cette prédiction. Et on peut voir que dans ce résumé, dans cette explicabilité, on a bien toutes les étapes de wording qui sont bien appliquées. Donc on a bien le survived qui a été retranscrit, puisqu'à la base c'était censé être 1. Nos features ont bien été renommées également avec les features qu'on a définies dans le dictionnaire, le features dict, et notre post-processing est bien appliqué puisqu'on retrouve bien le years old pour l'âge par exemple, ou encore pour le lieu d'embarquement,
il a bien été mis en majuscule. Mais ce résumé-là, il peut être retravaillé afin de pouvoir justement le résumer en fonction du besoin en fait, qui va être nécessaire. Donc, par exemple, on peut appliquer un filtre sur les features to hide, donc, qui consiste à préciser une liste de variables qui ont été utilisées dans la modélisation mais qu'on ne veut pas retrouver dans notre résumé. On peut également appliquer un filtre sur le threshold qui permet de garder uniquement les variables qui vont être supérieures à une valeur de contribution. On peut également garder uniquement les valeurs qui sont positives en termes de contribution, garder un nombre maximum de variables, donc par exemple en prendre que 5, et décider également de restituer la probabilité dans le cadre d'une classification, c'est-à-dire de montrer la probabilité, le score en fait, le score tout simplement. Donc pour ça, ici on prend un exemple, on va filtrer on va supprimer la variable sexe, on va prendre uniquement les variables qui ont une contribution positive et on va prendre juste les 3 top features et afficher la probabilité du score. Et donc ici on voit bien que dans notre résumé tout est bien respecté, on a bien les 3 premières variables, on a toujours notre pre-processing, le label dict et le features dict. Et on voit bien que nos contributions sont bien positives, que la probabilité est bien présente. Donc maintenant que vous savez retravailler votre explicabilité et l'adapter à votre besoin, on peut passer à la production avec l'objet Smart Predictor de Chapache. Nous vous avons présenté les différentes fonctionnalités présentes dans Chapache à travers l'objet Smart Explainer et la web app. Il est essentiel pour le data scientist d'avoir une explicabilité pour explorer et comprendre le modèle. Il peut également être utile de restituer cette explicabilité à un utilisateur final afin d'argumenter la prédiction. Donc, Chapache contient également un objet Smart Predictor qui a pour vocation de déployer en production et de restituer l'explicabilité. L'objet Smart Explainer présenté précédemment stocke à travers ses attributs des données non nécessaires à un déploiement en production et c'est un objet ouvert et permissif pour faciliter l'exploration. Pour le déploiement en production dans nos cas d'usage, nous avons voulu créer un objet que nous avons nommé Smart Predictor, plus léger, robuste et cohérent. Cet objet peut être utilisé en mode batch ou avec une API. Il permet de fournir une prédiction et d'obtenir une explicabilité détaillée ou résumée avec des formulations adaptées à l'utilisateur. Le Smart Predictor est un objet plus léger car il contient uniquement les attributs nécessaires à la production. Il est robuste et cohérent grâce à des contrôles de cohérence qui sont effectués à l'initialisation du Smart Predictor. La cohérence du nombre, nom et type des variables entre les attributs est vérifiée. Et c'est également le cas pour les variables des données ajoutées en entrée du Smart Predictor. Je vais maintenant vous montrer quelques lignes de code pour créer le Smart Predictor. Une fois que l'on a créé son objet Smart Explainer, on peut le convertir en un objet Smart Predictor avec la méthode toSmartPredictor. À noter que l'on peut également créer directement le Smart Predictor. Comme pour le Smart Explainer, on peut enregistrer et charger son objet avec les méthodes save et load Smart Predictor. Avec la méthode addInput, on charge ces données. Ici, il s'agit d'un individu sur lequel on veut faire une prédiction après un appel d'API. Attention, le format de la donnée en entrée de l'addInput est non encodé et c'est la méthode addInput qui fait la transformation. On a ensuite une prédiction automatiquement compilée avec le addInput. Ensuite, on peut appliquer les différentes méthodes de restitution des contributions, comme le détail contribution qui restitue l'explicabilité détaillée, ou avec le summarize qui permet d'avoir un résumé avec uniquement l'argumentaire souhaité par l'utilisateur final. La roadmap de Chapache maintenant. Le projet va évoluer dans les prochains mois pour intégrer de nouvelles fonctionnalités. Citons par exemple la création d'un rapport figé au format HTML qui sera facilement utilisable en cas d'audit et qui décrira les modèles. Chapache proposera également des fonctionnalités d'agrégation des features pour une navigation encore plus simplifiée, une compréhension encore plus facile de modèles avec une multitude de features. Et voilà, Chapache devrait également être utilisable dans un contexte NLP.
N'hésitez pas à vous rendre sur le GitHub du projet qui comportera dans les prochaines semaines la roadmap de ces nouvelles fonctionnalités. N'hésitez pas à contribuer en postant vos issues, en discutant également avec nous sur le chat Gitter. Nous serions ravis de vous compter parmi les contributeurs de ce beau projet. Donc maintenant, on va voir comment contribuer donc à Chapache. Donc la première étape pour contribuer à la librairie open source Chapache, ça va être de créer une issue sur GitHub. Une issue, elle peut être caractérisée par 3 choses qui vont être soit un bug, soit une demande de nouvelles fonctionnalités, donc une feature, soit par une demande d'ajout de documentation. Une fois que vous avez créé votre issue, on va pouvoir donc communiquer avec vous sur le sujet que vous avez envoyé et on va pouvoir donc décider par la suite avec vous si cela nécessite une contribution ou non. Donc dans le cas où ça nécessite une contribution, la première étape par la suite va être donc de fork le repo. Une fois que vous avez fork le repo, vous allez retrouver donc une copie identique au repo officiel Chapache au sein de votre propre profil GitHub. Lorsque vous retrouverez ce repo, vous allez donc pouvoir créer une branche et donc commencer à développer votre contribution au sein de ce repo perso que vous avez chez vous. Cela va permettre d'éviter en fait d'affecter donc le repo officiel de la librairie. Et donc une fois que vous allez avoir terminé vos développements, que vous aurez bien évidemment donc testé votre code et vérifié que tout est OK, et bien vous allez pouvoir créer une pull request. Grâce à cette pull request, nous, on va pouvoir donc visualiser toutes les modifications que vous avez faites et revoir votre code, mettre des commentaires, vous demander des modifications si nécessaire. Si votre pull request est acceptée, eh bien la fonctionnalité que vous avez développée donc sera intégrée dans la prochaine livraison qu'on a prévue dans la roadmap et donc dans la prochaine version au final de Chapache. Alors toutes ces étapes sont décrites dans le contributing.md que vous retrouverez donc à la racine du repo. Donc n'hésitez pas à le consulter. Tout est décrit avec des screenshots, vous avez toute une guideline et au moindre doute, surtout n'hésitez pas à nous contacter. Il est temps de clôturer cette vidéo. Merci à toute l'équipe d'avoir rendu ce projet possible. Merci également de nous avoir regardés. On espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire part de toutes vos questions en commentant cette vidéo ou encore en nous les laissant sur notre repo GitHub.